Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. 5e partie. Vacances. Hélène, janvier à juillet 1951. Nous avons repris notre train-train quotidien après cette période de fête, empruntant de nouveau le train le 6 janvier, après les cours, afin d'être présent à Saint-Martin pour le 5e anniversaire de Gabriel. Comme le temps passe. Je me revois lors de sa naissance, alors que je n'étais pas encore fiancée à Willy, bien que nous soyons déjà amants depuis quelques jours. J'ai l'impression que c'était hier. Notre vie est bien réglée entre notre travail d'enseignant, l'un et l'autre, la préparation du reste de ses épreuves de licence pour Willy, pendant que je m'occupe de Bruno et des tâches ménagères. Cependant, je dois avouer que mon mari met la main à la pâte dès qu'il peut, notamment pour s'occuper de son fils. Il est un papa formidable. Apparemment, les époux de mes collègues n'en font pas autant. Nous faisons figure de couple moderne, comme elles disent. Le rôle de père est encore d'être le soutien de famille, le donneur de conseils et le responsable de la discipline familiale. Et Willy n'entre pas tout à fait dans ce cadre rigide. Les nombreuses femmes qui avaient investi le monde du travail pendant la guerre se sont retrouvées renvoyées à la maison depuis la fin du conflit et le retour des hommes. Le foyer est alors devenu leur principale sphère d'activité, et l'idée de la femme au foyer, dévouée à son mari et à ses enfants, s'est intensifiée. Il est vrai que nous, les femmes, sommes normalement préparées à ce rôle dès notre plus jeune âge. Le mariage précoce a toujours été encouragé, et le travail souvent vu comme incompatible avec la vie de famille. Nous devons être une bonne épouse, une bonne mère et une bonne ménagère. En témoigne le fameux guide de la bonne épouse, donnant des conseils pratiques pour être parfaite aux yeux de nos maris. Le hic, c'est que ma grand-mère Albertine m'a toujours poussée à devenir ce que je voulais, et pas forcément une femme de mon foyer. Ma mère, sans faire de vagues, a souvent soutenu mes projets. J'aurais pu épouser un agriculteur, car le travail de la ferme ne me déplaît pas foncièrement. Mais mon ambition était d'enseigner, gagner ma vie par moi-même et ne pas dépendre d'un mari. Cet esprit d'indépendance, je l'ai poussé jusqu'à imposer un ancien soldat ennemi comme mari, non par défi, mais par amour pour mon Willy. Et mon homme, je l'ai aussi poussé à réaliser son rêve d'enseigner. Nous sommes sur la même longueur d'onde, en plus de l'attirance physique que nous avons l'un pour l'autre, malgré nos cultures différentes. Inconsciemment, je veux être une épouse parfaite, dans le sens où je veux que ma maison soit bien tenue, préparer des bons petits plats pour mon mari, puisque mon fils en est encore au biberon et à la bouillie. Enfin, bien sûr, je veux être une bonne épouse, fidèle et aimante. Ça, ce n'est pas compliqué, car je l'aime plus que tout et ne désire que lui. Et pour cette dernière mission, je mets tout en œuvre pour rester séduisante. Moi, qui étais un garçon manqué, je suis devenue très féminine, sans que Willy n'exige quoi que ce soit. Il m'aime tel que je suis et me le répète. Je me pose des défis à moi-même pour garder mon mari. Est-ce parce que nous vivons à Paris, parce qu'il côtoie des jeunes filles à l'université et que j'ai peur de le perdre? Sans doute, tout ça à la fois. Donc, je fais des efforts et revêts des tailleurs ou des robes très féminines qui mettent en valeur mes atouts, des twinsets avec des jupes droites et des chaussures à petits talons, sans pour autant devenir dépensière. Ma mère et ma grand-mère m'ont appris à tricoter, à coudre, et je réalise beaucoup de choses moi-même, pour moi et pour mon fils. Pour maintenir la flamme entre nous, Willy, de son côté, tient à ce que nous sortions tous les deux, au moins 2 fois par mois, parfois accompagnés de Lily et de son frère Pierre. Nous allons donc au restaurant, au cinéma, au théâtre, et quelquefois danser au Tabou ou au Club Saint-Germain, dans le 6e arrondissement, ou simplement y écouter Boris Vian, Gréco, Django Reinhardt, ou des jazzmen comme Duke Ellington. Nous y avons nos entrées grâce à Pierre. Mais ce que je préfère, ce sont les soirées passées ensemble, une fois que Bruno est couché, et que nous corrigeons les devoirs de nos élèves, dont les réponses sont parfois cocasses, mais surtout à écouter de la musique, blottis l'un contre l'autre.
ou faire l'amour. Avec le mois de juin est revenu le temps des examens pour Willy, qui a obtenu haut la main les derniers certificats qui lui donnent accès à sa licence en langue vivante, option allemand. Nous avons fêté sa réussite comme il se doit, autour d'un dîner en amoureux. Comme Willy me l'avait promis, nous allons passer une quinzaine de jours en Allemagne pendant nos congés d'été. Nous avons fini par acheter une petite voiture, une 4 chevaux Renault, et Pierre nous a prêté sa tente canadienne pour pouvoir aller où nous voulons. Bref, nous partons à l'aventure avec un bébé de 11 mois, après l'anniversaire d'Olga. Nous commençons par aller voir la famille de Willy, à Friedrichsdorf. Jusqu'alors, à chaque fois que nous étions venus en Allemagne, c'était l'hiver. En ce mois de juillet, beaucoup de maisons sont fleuries, comme en Lorraine, par où nous sommes passés pour venir. Nous avons dormi à Metz, ce qui nous a permis de faire connaissance avec cette ville. Nous avons surtout vu la cathédrale Saint-Étienne et ses magnifiques verrières gothiques, ainsi que le quartier impérial autour de la gare, un exemple de l'urbanisme du Second Reich allemand, dans la Lorraine annexée en 1879. Pourtant, il y a une grande diversité architecturale, comme le style néo-roman de la gare et de la poste, celui néo-renaissance flamande du palais du gouverneur, ou le style art nouveau de certaines maisons de l'avenue Foch, avec leurs motifs floraux. J'ai même vu dans cette artère une maison typiquement alsacienne. Les couleurs des édifices varient du gris et du rose, du grès, au jaune de la pierre de Jaumont. En ce début d'après-midi du dimanche 15 juillet, nous retrouvons l'oncle et la tante de Willy dans le jardin de leur maison de la Taunusstrasse. Bien entendu, ils trouvent Bruno changé. Il ressemble de plus en plus à son père au même âge, mêmes cheveux blonds clairs, mêmes yeux bleus océan. Par la même occasion, il ressemble aussi à son arrière-grand-père, dont il porte le prénom. Alors que nous sommes en train de prendre le café Unkuchen, Hermann fait son apparition, mais pas seul. Il est accompagné d'une jeune femme qui me semble très intimidée. J'ai ma petite idée sur son identité. C'est une jolie brunette, à peu près de la même taille et de la même corpulence que moi, aux cheveux frisés attachés en queue de cheval. En moi-même, je pense à une belle italienne avec ses grands yeux marrons, sa peau mate. Elle a un grain de beauté au-dessus de la lèvre supérieure. Après nous avoir embrassés et pris Bruno dans ses bras pour un câlin, Hermann nous la présente. « Willy, Hélène, je vous présente Erna », déclare-t-il avec un regard qui nous intime de ne pas faire de gaffe. L'un après l'autre, nous lui serrons la main en nous déclarant enchantés de faire sa connaissance. Wilhelm est mon cousin, celui dont je t'ai parlé et qui vit désormais en France pour les beaux yeux de sa femme. Et voici leur premier bébé, Bruno. La jeune femme semble se détendre face à notre fils et lui caresse la joue en souriant. « Il est trop mignon, dit-elle d'une voix qui est presque un murmure. Je peux le prendre dans mes bras ? Évidemment, répond Willy. Enfin, s'il est d'accord. Mais en général, il n'est pas timide. Comme pour confirmer les dires de son père, Bruno se laisse faire complaisamment et entreprend même de jouer avec les cheveux d'Erna. Nous profitons du beau temps pour aller faire un petit tour dans le village en attendant le dîner avec Hermann et Erna, ainsi que Bruno dans sa poussette. Willy et Hermann discutent entre eux, et moi je saisis l'occasion qu'Erna chemine à côté de moi pour la connaître mieux. « Comment vous êtes-vous connu avec Hermann » demanda-je innocemment alors que je le sais très bien. « Je travaille pour lui comme comptable en parallèle de mes études de droit. J'ai besoin de ce travail, non seulement pour payer mes études et mon loyer, mais aussi pour subvenir aux besoins de mon petit frère. »« Tu as un petit frère ?» m'étonnai-je. « Oui, enfin, il n'est plus si petit. Jochen a 19 ans et voudrait devenir médecin. Il a trouvé un travail de gardien de nuit. C'est ce qui lui convient le mieux, car les études sont très prenantes. J'imagine que si vous devez faire tout cela, c'est parce que vos parents ne peuvent pas vous aider. »« Nos parents sont morts tous les deux, » répond-elle tristement. « Ma mère en mettant mon frère au monde, et mon père en camp de concentration à Neuengamme en 1945, 2 jours avant la libération du camp par les Britanniques. »
Désolée. Tu n'as pas à l'être. Je connais ton passé de résistante en France, et aussi celui de Willy. Mon père était aussi un résistant ici en Allemagne. Juif et résistant. Tous les ingrédients pour finir en camp. Son ton se veut plutôt ironique, ce qui m'arrache un sourire, bien que la discussion ne s'y prête pas vraiment. Erna m'explique alors que son père faisait partie d'un groupe qui s'appelait Onkel Emil, créé en 1938 par Ruth Andreas Friedrich, une journaliste pour des magazines féminins et de mode, et le chef d'orchestre Léo Borchardt. Il l'avait intégré comme un autre de ses collègues journalistes et un ami avocat. Les membres de ce groupe procuraient aux Juifs poursuivis des cachettes, de la nourriture et des papiers. Ils s'occupaient aussi des familles des prisonniers politiques et diffusaient les publications du groupe Weiße Rose. Jusqu'en 1943, nous avons vécu à Francfort comme nous l'avions toujours fait, me dit Erna. À aucun moment nous n'avons porté l'étoile de David, pourtant obligatoire, bien que mon père soit allé nous déclarer et qu'elle lui ait été remise. Mais à partir d'avril 1942, quand il a été question de placer de force les Juifs qui restaient encore en ville dans des Judehäuser, mon père a fait appel à ses relations et nous avons été cachés chez un couple à Epstein. C'est là que nous avons vécu jusqu'à la fin de la guerre. Je vois, dis-je. J'ai des amis juifs que nous avons aussi cachés chez nous et exfiltrés vers l'Angleterre via l'Espagne et le Portugal. Ils habitent maintenant dans notre quartier à Paris, mais le père est mort lui aussi dans un de ces camps. Mon amie Lily a eu beaucoup de mal quand elle a vu que j'avais épousé un Allemand. Erna et son frère n'éprouvent pas les mêmes sentiments négatifs, puisque ce sont des résistants allemands qui les ont sauvés au risque d'être déportés eux-mêmes. Ceci dit, mes parents et moi avons fait la même chose en France, sans penser au péril encouru. Nous avons fait ce qui nous semblait juste à ce moment-là. Chemin faisant, nous sommes passés devant l'église protestante, à l'angle de la Taunusstrasse et de la Hugenottenstrasse, puis devant l'ancienne maison de l'inventeur du téléphone, Philippe Reiss, devant l'Institut Garnier, l'ancien pensionnat de garçons devenu école municipale, et l'ancien internat de filles devenu une fabrique de chapeaux que nous indique Hermann. Apparemment, les hommes ont évoqué des sujets plus gais, car je les ai entendus rire tous les deux pendant que nous conversions, Erna et moi. « Comment as-tu su que Wilhelm était celui qui était fait pour toi ?» me demande soudain Erna. À vrai dire, je ne me suis pas posé la question. J'ai été attirée par lui dès que je l'ai vu, et lui aussi. Pourtant, il était maigre à faire peur, mais il m'a fait fondre. « Le coup de foudre » s'écrie Erna comme si elle pensait tout haut. « On peut dire ça. En fait, la relation entre nous a été naturelle d'emblée. Aucun de nous n'a cherché à jouer un rôle pour séduire l'autre. Et puis, au fil des jours, nous avons appris à nous connaître en travaillant ensemble, en partageant nos avis sur nos lectures. Nous étions devenus des amis inséparables, complices, qui parlaient de tout, riaient des mêmes choses, jusqu'au jour où nous nous sommes avoués que nous avions des sentiments profonds l'un pour l'autre. Mais tout n'a pas été simple. Nous devions nous cacher. Un prisonnier allemand qui a une relation avec une Française, à l'époque, c'était risqué. Il pouvait être renvoyé en camp et nous aurions été séparés. En disant cela, je me sens oppressée. Encore aujourd'hui, je ne supporterais pas de vivre loin de lui. Mon silence soudain interpelle Erna, qui me regarde avec insistance, attendant la suite. Pourtant, Willy a voulu m'éloigner de lui, car il pensait que je méritais mieux, d'autant qu'il culpabilisait quand il a découvert toutes les horreurs commises par les nazis. Comment ça? Je lui explique alors que Willy a lu le témoignage d'un de nos ouvriers déportés à Auschwitz puis à Buchenwald, et ce qu'il y avait vu, ce qu'il avait vécu. Puis je lui révèle comment l'homme de ma vie m'avait menti pour me pousser dans les bras du meilleur ami de mon frère, qui m'avait demandé de l'épouser. J'évoque mon accident et la voix que j'avais perçue pendant mon coma, celle de Willy, effrayé que je puisse mourir, et enfin comment, grâce à mon frère et ma belle-sœur, j'avais découvert la vérité
et comment je l'avais confronté. J'avais cru à son mensonge, pourtant grossier, et il m'avait blessé. Pourtant, je ne pensais qu'à lui, et je sais que lui aussi ne pensait qu'à moi. Je ne voulais que lui, et je lui ai bien fait comprendre en débarquant en pleine nuit dans sa chambre. Peu m'importait la suite. J'étais prête à tout. Je ne suis pas certaine que j'aurais pu faire ce que tu as fait. Moi, j'ai laissé Herman faire le premier pas, et ça a demandé du temps. Elle m'avoue qu'elle ne l'a pas aidé non plus, car elle manquait bien trop de confiance en elle et était bien trop réservée. Puis, en ce début d'année, il avait cherché à parler un peu plus avec elle. Au fil des jours, il s'était aussi confié sur son parcours comme soldat, puis celui de prisonnier qui avait bouleversé son avenir, qu'il pensait au départ tout tracé, le faisant devenir entrepreneur dans la construction au lieu de professeur de littérature et de philosophie. Il s'était découvert des passions communes et s'était rapproché imperceptiblement, jusqu'au jour où Herman l'avait invité au restaurant et au cinéma au début du mois d'avril. Ce jour-là, il m'a embrassée dans sa voiture quand il m'a raccompagnée. J'avoue qu'au départ, j'étais un peu paralysée, ne sachant pas quoi faire. Il m'avait juste effleuré les lèvres. Puis, nous nous sommes regardés dans les yeux. C'est comme si nous étions aimantés. Je ne saurais pas dire si c'est lui ou moi qui s'est rapproché de nouveau, mais cette fois, je me suis laissée aller. Le premier baiser, celui qui déclenche tant d'émotions. Je comprends ce qu'elle veut dire. Je me souviens encore de celui que nous avions échangé dans le foin avec Willy. Cette alchimie que j'avais ressentie entre nous et que je ressens toujours. Je m'étais alors complètement abandonnée et j'avais su ce jour-là que ce que nous vivions était beaucoup plus qu'une amitié. C'était beaucoup plus profond, les papillons dans le ventre, le désir. Je les avais sentis à ce moment-là, et à chaque fois qu'il me touche et m'embrasse encore aujourd'hui. Je suis plongée dans mes pensées quand je sens une main se poser sur mon épaule nue. Une main qui descend ensuite jusqu'à ma taille et dont la chaleur traverse le fin tissu de ma robe d'été. Le contact m'incite à m'arrêter de marcher. « Tu as l'air songeuse, Herzchen. À quoi penses-tu ?»« À toi et à notre premier baiser, murmurai-je en plongeant mon regard dans le sien. Il m'attire alors à lui et pose son front sur le mien. Je peux recommencer tout de suite, mais il manque le foin. Il soulève alors mon menton d'Adois et pose ses lèvres chaudes sur les miennes pour un baiser plein de douceur et de tendresse qui déclenche des milliers de frissons en moi. Il le sent bien, et un seul regard suffit. La promesse d'une suite avec une nuit câline. Nous passons 3 jours avec les Neumann, et le jour de notre départ, après avoir quitté Helmut et Frida, nous allons jusqu'au siège de l'entreprise de Hermann, à Francfort, pour lui dire au revoir, ainsi qu'à Erna. Cette entreprise semble en pleine expansion, et c'est tant mieux pour le cousin de Willy qui s'investit beaucoup. Erna n'est pas la seule employée féminine, puisqu'une jeune femme nous accueille et prévient son patron de notre présence. Il arrive tout sourire et nous guide jusqu'à son bureau pour nous offrir un café. Il frappe au passage à la porte d'un bureau qui est contigu au sien. Je lis sur la porte « Fräulein et Morgenstern, Buchhaltung ». Qui sait, bientôt ce sera Frau et Neumann. Après ce petit intermède, nous prenons la direction de Baden-Baden pour nous rendre dans la région de la Forêt-Noire. La campagne environnante est divinement belle, et nous traversons des vignobles et des champs de tournesol. Les chemins traversant les vignes ensoleillées nous donnent des envies d'évasion. C'est dans un petit coin tranquille que nous nous arrêtons pour pique-niquer avec ce que nous a préparé Frida. Nous consacrons le début de l'après-midi à nous promener dans le centre historique de Baden-Baden pour en admirer l'architecture et les jardins, ainsi que les thermes de Caracalla, le casino et le théâtre Festspielhaus. Cependant, nous ne repartons pas trop tard, car nous voulons nous rapprocher de Bad Wildbad, que nous avons prévu de visiter le lendemain. Nous faisons quelques courses à Reichenthal, un joli petit village
avec ses nombreuses maisons à colombages, un moulin assis ainsi qu'un moulin à huile juste en dessous. Il y a surtout une immense forêt, et nous plantons notre tente dans une clairière où sont dispersées des cabanes à foin. Pour Bruno, c'est sa première nuit sous la tente, et je me demande s'il va s'endormir aussi facilement que d'habitude. En attendant, je prépare notre repas. Heureusement, Willy m'aide pour le réchaud bleuet avec lequel je vais devoir me familiariser. Ma foi, ça n'a pas l'air si compliqué. Je commence par réaliser une compote de pommes avec les fruits que nous avons achetés au village, pour nous, mais surtout pour notre bébé qui est fatigué. Elle accompagnera un biberon de lait avec de la blédine Jacquemère. Je commence par faire chauffer de l'eau pour la toilette de notre bébé. Puis, pendant que son père s'occupe de lui, je fais cuire quelques pommes de terre et des haricots verts pour une salade. Je fais ensuite cuire des œufs durs pour les accompagner. Avec un seul feu, c'est sportif, mais c'est surtout une question d'organisation avec les gamelles en aluminium. Après tout, nous avons le temps, nous sommes en vacances. Le repas est prêt. Willy a mis une couche propre à Bruno pour la nuit et lui raconte son histoire du soir avant de lui chanter sa berceuse. Pendant ce temps, muni de mon pain de savon de Marseille, je vais à la rivière toute proche, laver nos quelques vêtements salis et les couches souillées dans la journée par notre bébé et que j'ai mises de côté dans un sac réservé à cet effet. Ce travail me demande peu de temps. Lorsque je reviens, Bruno s'est endormi dans les bras de son père. Il ne reste plus qu'à le coucher dans la nacelle de son landau, installé sous la tente à côté de notre matelas pneumatique. Mes craintes s'étaient infondées, il dort comme un ange. Nous pouvons déguster notre repas frugal en tête-à-tête, ou plutôt épaule contre épaule, face aux derniers rayons du soleil. C'est ensemble que nous allons à la rivière laver nos gamelles avant de nous pelotonner l'un contre l'autre sur notre matelas pneumatique en pyjama, ce qui n'est pas dans nos habitudes, jusqu'au moment où, avides l'un de l'autre, nous les enlevons pour nous insérer à deux dans un des deux sacs de couchage. Chacun remettra sa tenue de nuit plus tard et réintégrera son sac de couchage. Les premiers rayons du soleil nous réveillent à l'aube. Bruno dort encore. Aussi, nous profitons de ce répit pour prendre tranquillement notre petit déjeuner, fait de café soluble et de lait en poudre, avec des tartines de confiture, et pour préparer le biberon du matin de notre petit ange qui émerge vers 7h30. Nous avons même eu le temps de faire notre toilette au bord de la rivière. J'hésite à mettre un short, mais nous avons prévu d'aller à Wildbach, une petite ville thermale d'où part un train à crémaillère, afin de rejoindre le sommet de la montagne de Sommerberg au nord de la forêt noire. La brume matinale est belle et sied parfaitement au décor qui nous entoure, un esprit aérien, vaporeux et un brin féerique. Je rêve de surplomber la canopée, d'avoir le point de vue d'un oiseau. Finalement, j'opte pour un bustier pour le haut avec un gilet et une jupe, car il peut faire frais en altitude. Mais avant, il faut démonter la tente, une tâche dont s'acquitte mon cher et tendre pendant que je donne le biberon à mon fils et que je l'habille. J'ai même le temps de laver la couche qu'il avait cette nuit. Nous n'avons que 25 kilomètres à parcourir pour atteindre Wildbach, où le chemin de fer de montagne nous offre en moins de 10 minutes un charmant contraste entre la bourgade de Lenstal, sise à 420 mètres d'altitude, et la terrasse ensoleillée sur le Sommerberg, 300 mètres plus haut. Cette terrasse nous offre une vue magnifique sur la haute vallée de Lens et le point de départ de promenade. Mais avec un bébé de 11 mois, partir en randonnée en montagne n'est pas évident. Néanmoins, nous empruntons un sentier qui serpente et nous fait prendre de la hauteur à un rythme tranquille. Nous prenons le temps d'observer les scènes de vie entre les cimes des arbres et prêtons l'oreille pour le festival des oiseaux. Nous voilà sur le toit de la forêt noire, et c'est grandiose. C'est là que nous prenons notre repas de midi. Heureusement, Bruno mange maintenant comme nous, et nous avons de la chance. Il mange tout ce qu'on lui donne avec appétit. Nous redescendons pour retrouver notre petite voiture et emprunter la route des Crêtes, une route panoramique exceptionnelle qui serpente à près de 1000 mètres d'altitude. La tête vissée à la fenêtre, je me régale avec cette route qui tournicote.
En traversant les cols et les massifs boisés de la forêt noire, nous avons de multiples occasions pour faire des haltes et admirer des paysages à couper le souffle. Les bruyères illuminent les bas-côtés, tandis que les scieries embaument l'atmosphère. Notre regard semble s'étirer vers l'infini. La forêt noire regorge de magnifiques cirques, de cuvettes naturelles creusées dans la montagne par le mouvement de la glace. Notre prochain arrêt est au pied du Hornixgrind, au bord du plus grand et du plus profond des nombreux lacs karstiques de la région, le Mummelsee. Le fait qu'il soit entouré de versants de montagnes boisées rend son emplacement particulièrement beau. Nous y arrivons à une heure idéale, en fin d'après-midi, car les promeneurs sont moins nombreux et nous pouvons apprécier la sérénité de cet endroit. Nous commençons par planter notre tente sur un replat dominant le lac, et nous reprenons le rituel de la veille, toilette de Bruno, préparation du repas, bref, un véritable travail d'équipe dans la bonne humeur. Comme la veille, nous nous occupons d'abord de notre enfant, et cette fois nous sommes tous les deux pour lui raconter son histoire et lui chanter sa berceuse préférée, pendant que notre chérubin nous écoute sagement, en suçant son pouce, jusqu'à ce que ses petits yeux se ferment. Willy et moi pouvons ensuite profiter l'un de l'autre, admirant le lac au soleil couchant. C'est vraiment un paysage romantique, fais-je blotti contre le torse de mon époux, qui m'en serre dans ses bras. Et empreint de légende, poursuit mon mari. Ah oui, raconte, demandai-je. Eh bien, pour commencer, il y a les histoires concernant le nom de ce lac. Une version prétend qu'il doit son nom aux nénuphars blancs qui y poussaient en grand nombre. Comme ceux-ci sont appelés Mummeln dans le langage populaire, le nom de Mummelsee est rapidement apparu. Selon une autre version, le nom serait dû aux esprits de l'eau, Mumlein. Aucun autre lac de la forêt noire n'offre autant de légendes et de mythes que le Mummelsee, qui ne serait pas ce qu'il est sans les légendes qui l'entourent. Dis-moi plus, tu me fais languir. Ce lac est le plus profond des 7 de cette région, et ses eaux profondes ont été le berceau de nombreuses histoires, transmises de génération en génération, conférant à ce lieu une atmosphère à la fois mystérieuse et envoûtante. L'une de ces légendes raconte que le lac est habité par une ondine, qui aurait été choisie par le roi du Mummelsee pour rester parmi les hommes et répandre le bien autour d'elle. Sa tâche est d'encourager la compassion et la confiance entre les hommes. Elle prête l'oreille à nos vœux, elle nous apaise, elle voit le bien en chacun de nous. Enfin, elle en appelle à l'amour du prochain et nous invite à l'introspection. Un beau message, tu ne trouves pas? En effet, j'aime bien cette idée qu'à son contact, nous devons apprendre à nous accepter tels que nous sommes et à nous aimer. Et ensuite, d'après la fable d'Edward Murike, un fantôme barbu habite les eaux du lac. Mais on peut aussi observer une danse de jeunes elfes pendant les nuits de pleine lune. Des ondines et d'autres esprits apparaissent au clair de lune dans la nuit paisible, tandis que des sirènes mystérieuses effraient le promeneur solitaire. Quiconque jette une pierre dans le lac provoquerait de terribles tempêtes et se retrouverait dans les profondeurs de l'eau en guise de châtiment. On dit aussi qu'une fleur bleue pousse dans ces profondeurs et qu'un village y est englouti. Rien que ça. En attendant, nous serons partis avant la pleine lune qui n'est qu'à la fin du mois. Et promis, je n'essaierai pas de faire des ricochets. J'entends Willy rire tout contre moi. Sa chaleur corporelle se diffuse en moi. L'une des histoires les plus poignantes met en scène 3 sirènes. Des sœurs qui filaient la laine et qui aidaient les villageois, continue-t-il. Elles vivaient dans les profondeurs dans un magnifique château de cristal caché dans les abysses du lac. Pendant leur travail, elles chantaient et racontaient des histoires. Cependant, il était impératif qu'elles disparaissent chaque soir à 11 heures précises dans le lac Mummel. Un fermier tomba éperdument amoureux de l'une d'elles et retarda l'horloge d'1 heure, ce qui lui permit de passer encore un peu plus de temps avec l'élu de son cœur. Malheureusement, les sirènes arrivèrent en retard. Le lendemain matin, 3 flaques de sang flottaient au bord du lac, à côté de l'écume. Les 3 sœurs fileuses avaient trouvé la mort dans le lac. Je déteste les histoires d'amour qui finissent mal. Tu n'as rien de plus gai? Oui, j'ai.
Ce n'est pas une histoire d'amour, mais au moins celle-ci finit bien. On dit qu'un jour, un homme, vêtu d'une fourrure de rat, fit venir une sage-femme de Capelle pour assister son épouse lors de l'accouchement. Pour la remercier, il lui donna une botte de paille en guise de récompense, qui se transforma en or. Depuis, beaucoup ont cherché s'il en restait encore un peu, mais n'ont rien trouvé. Merci du renseignement, monsieur Lawrence. Je ne perdrai donc pas mon temps à chercher. J'aurai peut-être plus de chance avec une canne à pêche pour nourrir ma famille. Désolé de te décevoir, Herzchen, mais il n'y a pas de poissons dans le lac. L'eau qui descend du Hornisgrinde, qui le surplombe, est extrêmement acide. Elle contient trop de soufre et peu d'oxygène. La couleur sombre de l'eau est due aux substances humiques dissoutes dans l'eau. Bien, heureusement qu'il me reste quelques boîtes de conserve, répliquai-je en me retournant pour l'embrasser. Mais je me retrouve allongée sur lui. Ça suffit pour que les choses prennent une tournure beaucoup plus sensuelle. Faire l'amour en pleine nature, rien de tel pour casser la routine et faire surgir l'instinct animal qui sommeille en chacun de nous. Toutefois, l'endroit manque un peu de confort. Même si submergés par le plaisir, nous ne nous en rendons pas compte tout de suite. Nous préférons rejoindre notre tente et notre matelas pour le second round. Le chant des oiseaux nous réveille le lendemain matin. Avant de quitter les lieux, après notre petit déjeuner, l'habillage, le rangement et le pliage de la tente, nous faisons le tour du lac, ce qui n'est pas très long, puisqu'il ne fait que 800 mètres de circonférence, avec au passage une chapelle destinée à accueillir les offices dominicaux pour le personnel et les invités de l'hôtel Mummelsee de l'autre côté. Le lac est surtout un point de départ parfait pour une randonnée jusqu'au Hornisgrinde, le plus haut sommet du nord de la forêt noire, qui culmine à 1164 mètres d'altitude. Une balade que nous hésitons un moment à faire. Finalement, l'itinéraire principal faisant environ 2 kilomètres jusqu'au sommet, nous nous lançons. Nous nous relayons, l'un portant le sac à dos avec de quoi nous sustenter et boire, l'autre portant Bruno sur ses épaules, bien protégé par son chapeau de soleil en toile. La véritable récompense au sommet du Hornisgrinde est la vue panoramique à couper le souffle sur le lac Mummelsee et la vaste étendue de la forêt noire. Willy a immortalisé ce moment unique et je ne rate pas l'occasion de le prendre également en photo avec Bruno sur les épaules devant ces paysages féeriques. Nous qui habitons Paris toute l'année et sommes en quête de nature et de grand air, nous sommes comblés par cette nature exceptionnelle. Nous mettons moins de temps à descendre qu'à monter, et Bruno rit aux éclats quand son père imite le hennissement du cheval en dévalant la pente avec lui sur les épaules. Nous mangeons le contenu du sac à dos, installé sur une couverture près de la 4 chevaux. Nous redémarrons pendant la sieste de notre fils. Destination, la vallée de la Kinzig, au cœur de la forêt noire, qui est, paraît-il, un véritable paradis pour les amoureux de la nature et de la culture de la région. Une vallée entourée de forêts denses et de prairies verdoyantes, traversée par la Kinzig, l'une des rivières les plus importantes de la forêt noire. La vallée commence grosso modo à Offenburg, où nous faisons halte à l'heure du goûter, avec une glace et un petit gâteau pour Bruno, qui est ravi de l'aubaine, gratifiant la serveuse d'un grand sourire qui dévoile ses 2 incisives inférieures. La ville est entourée de vignobles, et ses ruelles pavées, comme la Griesbachstrasse, révèlent un alignement harmonieux de maisons à colombage médiéval, soigneusement conservées, qui racontent un passé riche et vivant, comme toutes les villes allemandes que j'ai visitées jusqu'alors. La ville regorge de lieux empreints d'histoire, comme le château de Rammersweier, vestige du XIIe siècle, la basilique Saint-Pierre, joyau gothique du XIIIe siècle, le Königshof, demeure baroque majestueuse, ou encore l'hôtel de ville. Nous empruntons le magnifique escalier Wenck, avec ses rampes en fer forgé et sa perspective harmonieuse, qui relie avec élégance le Zwingerpark au centre-ville. Chaque palier, encadré de massifs fleuris, offre une halte propice à la contemplation sur la ville. Quant au Zwingerpark, c'est un lieu empreint de sérénité, un cadre idéal pour se détendre, observer la nature et admirer les remparts historiques avoisinants. Nous sommes sous le charme de sa diversité végétale et de son ambiance apaisante. Ces sentiers ombragés serpentent à travers une flore généreuse,
où de vieux arbres s'élèvent fièrement. Et nous voilà repartis pour la vallée de la Kinzig, direction Genkenbach, à une dizaine de kilomètres d'Offenburg. Niché au pied d'une colline couverte de vignes, ce village bucolique offre le charme d'une bourgade où se mêlent les architectures médiévales et le baroque. Tout le village est magnifiquement fleuri et les ruelles étroites conduisent à de délicieuses petites places, invitant à la détente et à la douceur de vivre. Il y a même une tour de guet du XIVe siècle qui comporte pas moins de 7 étages. Nous y faisons quelques emplettes avant de poursuivre notre chemin à la recherche d'un lieu adéquat pour y planter notre tente pour la nuit. C'est après la très vieille ville d'Aslach et le village d'Ausach que nous trouvons notre bonheur, à l'abri d'un bosquet et près de la rivière Kinzig. Nous sommes maintenant bien entraînés. Le lendemain, nous rejoignons Schiltach, une cité médiévale spécialisée dans la tannerie et située au pied de collines boisées à la confluence des rivières Kinzig et Schiltach. La vieille ville regroupe de nombreuses et magnifiques maisons à pans de bois, où il fait bon déambuler. Nous nous sommes laissés surprendre par ce bourg où vergers, vignobles et maisons à colombages rivalisent de charme et de beauté. Sur la route, nous rencontrons des fermes avec leurs toits à 2 pans très plongeants, des villages médiévaux et même des femmes en costume traditionnel avec le Bollenhut, le chapeau à pompons, aux environs de Gutach et de Kirnbach. Willy m'explique que ces chapeaux sont un symbole de la région de la Forêt-Noire. Les pompons, les Bollen, posés sur un chapeau de paille plat, sont en laine noire pour les femmes mariées ou rouge pour les jeunes filles célibataires à partir de leur confirmation. Il y a en tout 14 pompons, dont 3 ronds sont cachés sous les 11 autres ovales. Le chapeau, parfois porté sur un bonnet de soie noire, est ensuite noué avec une bande de laine noire et un gland de fil de soie. Les femmes que nous avons croisées portaient aussi une jupe noire, un corsage de velours brodé de fleurs avec un bas-volet sur le décolleté et un col brodé de paillettes sur une chemise blanche à manches bouffantes. Nous parcourons ensuite des collines parsemées de mélèzes et d'épicéas, là où la forêt noire s'épaissit et semble monter en intensité, tout en profondeur mais jamais inquiétante. Cette ambiance boisée nous conduit à Alpirsbach, une petite bourgade où nous débarquons un peu avant midi. Comme dans tous les villages de la vallée, les façades à colombages et des ornements habillent les maisons multicolores. Toutes ces couleurs nous plongent dans une ambiance folklorique unique. D'autant que nous croisons des jeunes femmes en dirndl et des messieurs en lederhosen. Pour un peu, je me croirais en Bavière, qui n'est d'ailleurs pas si loin. Nous nous laissons tenter par une petite auberge à la terrasse accueillante, où nous nous régalons de schnitzeln avec des spätzle, suivis d'une part de Schwarzwälder Kirschtorte pour l'un et d'Apfelstrudel pour l'autre. Nous partageons avec Bruno, qui ne demande pas mieux, et qui, pour un peu, mangerait toute la part de forêt noire de son père. Ce que j'avais préparé pour ce midi ne sera pas perdu, nous le mangerons ce soir. Puis, nous déambulons dans Alpirsbach, pendant que notre fils fait sa sieste dans sa poussette, découvrant à cette occasion sa célèbre abbaye, au style roman, et surtout la brasserie de son monastère. Nous ne résistons d'ailleurs pas à la tentation d'acheter une bouteille de la bière artisanale qui y est fabriquée. Elle aussi sera pour ce soir. Nous nous posons pour la nuit après le village de Rottenbach. Il n'est que 16 heures, et en outre, ce soir, nous disposons de plus de temps puisque le repas est déjà prêt. Après le goûter, pendant que Willy joue au ballon avec Bruno, je vais à la rivière laver notre linge sale, qui va vite sécher car le temps est au beau, avec une légère brise. Pendant mon ouvrage, la bouteille de bière est en train de fraîchir dans l'eau. Je les rejoins dès que j'ai étendu ma lessive pour partager leur jeu. Nous avons déjà tous les 3 pris des couleurs et notre bébé est joyeux de nous avoir tous les 2 en permanence, ce qui nous ravit aussi. J'ai toujours peur que mon mari s'ennuie avec nous. Le travail prend beaucoup de place dans notre quotidien pendant le reste de l'année. Et même pendant les vacances d'été que nous passons depuis des années à Saint-Martin, nous participons au travail de la ferme. Cette fois, nous n'avons qu'à nous occuper de nous et de notre fils. Toutefois,
mes craintes semblent infondées, car mon cher et tendre ne se plaint pas. Il est vrai qu'il ne se plaint jamais, mais il a dû s'apercevoir de mon air soucieux. « Ça va, mon amour? Tu n'as pas l'air dans ton assiette » s'enquiert-il, alors que Bruno est sur ses genoux, en train de regarder son livre d'images préféré. « Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je me pose juste des questions idiotes. »« C'est-à-dire, insiste-t-il. Tu ne t'ennuies pas à passer tout ton temps avec moi? Tu as l'habitude de côtoyer d'autres étudiants, des universitaires, bref, des gens certainement plus intéressants que moi. »« Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que j'aime passer du temps avec toi. »« Je sais, chérie, mais pas au point d'être collés ensemble 24 heures sur 24. »« Eh bien, détrompe-toi. J'aime beaucoup partager tous ces moments avec toi et avec Bruno. Pour moi, cette année et ces vacances, c'est un rêve éveillé. Viens près de moi. » Je viens me blottir contre lui. Son simple contact me fait frémir. Je ne peux pas lui dire que j'ai souvent peur de le perdre. Je ne veux pas être envahissante. Si je m'inquiète ainsi, c'est que je sais que beaucoup d'hommes aiment passer du temps entre eux. Certains vont au café boire un verre avant de rentrer. D'autres jouent au tiercé le dimanche ou même en semaine. Lui, jamais. Il rentre directement à la maison, récupère Bruno la plupart du temps et s'en occupe autant que moi. L'eau que j'ai mise à chauffer est prête pour laver Bruno et je m'occupe de son bain, ce qui interrompt mes sombres pensées. Et puis les choses s'enchaînent. Le change de notre bout de chou, les rituels de son coucher, notre repas en tête-à-tête, dans cet endroit calme et reposant. Lorsqu'il m'entraîne sous la tente et qu'il me prend dans ses bras, j'oublie tout. Je réponds à ses baisers fougueux, à ses caresses. Je le désire autant qu'il me désire. Depuis le début des vacances, nous ne prenons plus aucune précaution pour réfréner nos ardeurs, puisque nous avons décidé de mettre en route un second enfant. À vrai dire, habituellement, nos seules précautions consistent à éviter des rapports vaginaux pendant mes périodes fertiles, mais nous nous donnons quand même du plaisir, autrement, chaque jour. Et demain matin, nous pouvons traîner un peu car nous allons à Freiburg et nous dormirons à l'hôtel. Nous atteignons notre objectif dans la matinée et la première impression est que la ville de Freiburg dégage une douceur de vivre incroyable. Nous n'avons qu'une hâte, poser nos valises pour la nuit dans le petit hôtel que nous venons de repérer. Le camping sera pour demain. Nous allons jouir de cette journée pour apprécier le charme de cette cité en parcourant ces ruelles pavées pittoresques à la découverte de ces maisonnettes multicolores. L'hôtel, disposant d'un restaurant, nous n'avons pas de soucis à nous faire pour le dîner. Pour le déjeuner, manifestement, Willy a son idée. Nous n'avons donc qu'à nous dégourdir les jambes après avoir sorti la poussette de Bruno. Avec la nacelle de landau dans laquelle il dort quand nous campons, c'est finalement ce qui tient le plus de place dans la voiture. Au cœur du centre-ville de Freiburg, nous longeons les Bächle, des petites rigoles qui traversent la ville sur des kilomètres, dont l'origine remonte au Moyen-Âge. Le doux clapotis de ces cours d'eau nous attire comme des aimants, de vrais gosses. Et Willy me voit sans surprise me déchausser pour faire trempette. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Des enfants le font aussi, et font même des courses de petits bateaux, ce qui intéresse beaucoup Bruno, qui ne demande qu'à me rejoindre. Willy en profite pour nous prendre en photo. Mais comme les bonnes choses ont une fin, nous poursuivons notre balade, toujours au fil des Bächle, qui serpentent à travers la bourgade. Les ruelles pittoresques, la vieille ville de Freiburg recèle des petites boutiques aux façades colorées. Une magnifique bâtisse attire notre regard avec son portail richement orné, ses fleurons et ses gargouilles. C'est la Haus zum Walfisch, la maison de la baleine, qui, avec sa magnifique façade gothique, a été habitée un temps par un certain Erasmus von Rotterdam. Nous nous faufilons dans de petits passages, menant jusqu'à la place de la cathédrale et le Münstermarkt. Là, encore une fois, nous sommes séduits par l'architecture de la maison historique des marchands et sa façade flamboyante, toute rouge et or. Le détail de ses tourelles et ses tuiles multicolores sont de véritables merveilles. Il y règne des odeurs de nourriture. Pas de doute, nous sommes au bon endroit pour le repas de midi. En attendant,
Nous nous plongeons dans cette atmosphère typique où il y a beaucoup d'animation, avec des producteurs locaux de fruits et légumes, des fleurs, mais aussi des artisans de la ville et des environs. Au marché de Freiburg, on fait le plein de victuailles et on mange sur place. Par l'odeur alléchée, nous dégustons la célèbre Langerotte, une institution de la ville. La fameuse saucisse grillée dépasse allègrement de sa boule de pain blanc agrémentée d'oignons frits et de sauce à la moutarde. Ça déborde, ça dégouline. C'est vraiment délicieux, proclamai-je à Montvili, qui se tord de rire à me voir me lécher les doigts. Je partage néanmoins avec Bruno, qui semble apprécier. Avant de foncer droit vers les étals de framboises pour un dessert bien mérité. Le marché de Freiburg est un véritable régal pour nos yeux et pour notre estomac. « J'adore ton pays, mon amour, chuchotai-je à mon cher et tendre. Il me rétorque que j'ai encore pas mal de choses à voir, avec un baiser dans le cou. Je veux bien le croire. Et comme nous venons de nous restaurer, nous enchaînons avec la visite de la cathédrale, qui avec sa pierre rosée, sa tour carrée et sa flèche ajourée qui s'élance vers le ciel, est impressionnante. Je me fraye un chemin jusqu'au parvis, observe avec curiosité ces gargouilles, ces drôles de créatures représentant 5 des péchés capitaux. J'ai aussi repéré les centaines de statues colorées du porche de la tour, les nombreux ornements. La porte principale, imposante et qui a gardé ses couleurs, n'est que le préambule de ce qui nous attend. À l'intérieur du Münster, notre regard se porte vers les vitraux et la multitude de détails aux couleurs chatoyantes et délicates. Cette lumière apporte un contraste saisissant avec l'atmosphère des lieux. Cependant, nous renonçons avec Bruno à grimper dans les hauteurs de la tour de la cathédrale. Dommage, car il paraît qu'après un certain effort et 365 marches, on peut admirer un panorama d'exception sur la vieille ville de Freiburg et ses environs. Mais nous compensons en grimpant sur la colline de l'ancien château pour admirer la vue panoramique sur la ville, ses vignobles et la forêt noire. Nous poussons aussi jusqu'aux anciennes portes de la ville, Schwabenstor et Martinstor, seuls vestiges des anciens remparts médiévaux. Mais il est temps de rentrer à l'hôtel, surtout si nous voulons donner son bain à Bruno avant le dîner, au cours duquel nous nous régalons de Fischklößchen mit Bautnudeln und Tilsauce, pendant que notre bébé boit son biberon additionné de blédine. Cependant, il ne rechigne pas devant un bout de ma part de gâteau. Il ne demande pas non plus son reste pour dormir. Nous profitons donc du confort de notre chambre pour prendre un bain à deux et nous câliner avant de recommencer dans le lit, et cette fois exit les pyjamas. Le lendemain, après avoir pris notre petit déjeuner, réglé l'hôtel et rangé nos bagages dans la voiture, nous filons cette fois vers le Bodensee. Le lac de Constance se situe à la croisée de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, mais nous n'avons prévu de rester que du côté allemand. Nous nous arrêtons pour déjeuner à Überlingen vers 11 heures. Comme nous arrivons par la ville haute, Willy stationne à proximité d'un pavillon en fonte, sur un éperon rocheux, d'où nous avons une vue qui s'étend directement jusqu'au Bodenrück et à gauche sur la vieille ville d'Überlingen, avec la tour impressionnante de la cathédrale Saint-Nicolas jusqu'à l'Obersee et la chaîne de sommets alpins. Quelle meilleure façon de commencer la visite d'une ville qu'avec une vue d'en haut. Je laisse mon regard vagabonder sur le lac de Constance jusqu'aux Alpes. Après avoir profité un moment du panorama et avant de nous diriger vers la vieille ville, nous descendons le chemin jusqu'au parc de la ville en pleine floraison. Avec d'un côté de magnifiques roses parfumées et de l'autre un nombre incroyable d'autres fleurs et même des plantes qu'on voit d'habitude sur la côte d'Azur. J'imagine que l'emplacement climatique favorable au pied de falaise permet aux plantes méditerranéennes et exotiques de prospérer dans une petite zone. Il y a même une collection de cactus face à une jolie fontaine. Près d'une autre jolie fontaine, le Bad Brunele, à l'entrée du parc de la ville, se trouvent des escaliers qui mènent à un point de vue et à une tour qui doit faire partie des anciennes fortifications de la ville. Ce point de vue se nomme le Gallerhöhe et là, c'est la Gallerturm, une ancienne tour défensive construite par des artisans français, spécialistes de la construction de forteresses, vestige des fortifications de la ville entre Aufkircher Tor et Bad Turm, me confirme Willy.
La forme ronde de la tourelle déviait un boulet de canon, ce qui correspondait à la technologie de défense alors en vigueur. La tour semi-circulaire de 2 étages avec de petites meurtrières que tu vois un peu plus loin est plus récente. Et en bas, tu as les thermes au bord du lac. Mais nous allons récupérer la voiture et descendre vers le lac. Nous rejoignons donc notre petite 4 chevaux, Willy portant Bruno sur ses épaules et moi trottinant à côté de lui. C'est dans la Pfarrhofstrasse que nous trouvons à nous garer. Cette fois, nous installons notre fils dans sa poussette et nous partons en quête d'un endroit où nous restaurer. Nos recherches ne durent pas longtemps puisque nous trouvons notre bonheur dans une rue contiguë en descendant vers le lac où nous choisissons des Flammkuchen que nous dégustons en terrasse, suivis d'une glace. Et là, notre petit Bruno est ravi. Nous entamons notre promenade digestive dans la vieille ville. Nous nous enfonçons dans les étroites ruelles pittoresques, avec leurs maisons à colombages historiques et fleuries, telles la Lutjengasse, au bout de laquelle se trouve la Münsterplatz et la cathédrale Saint-Nicolas, qui, d'après ce que me dit mon cher et tendre, est inachevée. Elle devait à l'origine avoir 2 tours, mais la construction de la tour sud n'a jamais été terminée. Juste à côté se trouve l'ancien hôtel de ville qui jouxte le nouveau. Notre tranquille balade se poursuit dans la Turmgasse par laquelle nous atteignons la Franziskanertor. De là, par la Hofkircherstrasse, une ancienne route principale qui mène du nord au milieu de la ville, nous parvenons à l'église Saint-Jean. En chemin, nous admirons les maisons souvent mises en valeur par des sculptures ou des colombages spéciaux. À l'extrême nord de la Hofkircherstrasse se trouve la Hofkircher Tor, qui, me précise Willy, avec la porte franciscaine, est la seule porte qui a survécu sur les 9 portes originales de la ville. « Et cette tour juste à côté, c'est quoi ?» lui demandai-je en lui montrant une tour élancée, avec des meurtrières et une couronne crénelée au milieu d'un fossé défensif. Alors, même si elle ressemble à une tour défensive du Moyen-Âge, il s'agit en fait d'une cheminée qui assure la ventilation du tunnel ferroviaire. Nous continuons à musarder, moi dirigeant la poussette, Willy un bras autour de ma taille, et nos pas nous amènent sur la promenade au bord du lac, que nous longeons un long moment, avant de nous asseoir sur un muret, les jambes pendantes au bord de l'eau, serrés l'un contre l'autre. Je ne résiste pas à l'envie de poser la tête sur l'épaule de l'amour de ma vie. Je porte une robe d'eau nue vert pâle, et je sens la main de Willy effleurer mon épaule et glisser le long de mon bras jusqu'à ma taille. Là, ses doigts se font un chemin sous le tissu du corsage. Une salve de frissons m'envahit. Je relève la tête pour capter son regard. Ses yeux bleus me fouillent jusqu'au plus profond de mon âme. Son visage se rapproche du mien. Ses lèvres cherchent les miennes qui s'en trouvent dans l'attente de son baiser. Comment lui résister? Et d'ailleurs, pourquoi résisterais-je? Parce que nous sommes en public? Peu m'importe, c'est mon mari et je l'aime. « Je t'aime, me chuchote-t-il, en quittant mes lèvres comme s'il avait lu dans mes pensées. J'aime la plus jolie femme du monde. » N'est-ce pas un peu exagéré? Quoi? De t'aimer comme un fou, plaisante-t-il? Non, de dire que je suis la plus jolie femme du monde, rétorquai-je en riant. Pourtant tu l'es. Tu es irrésistible dans cette robe, mais tu l'es toujours, quelle que soit ta tenue. Je rougis comme une jeune fille à ces compliments, mais j'ai le cœur serré. Toi, tu es magnifique. D'ailleurs, toutes les femmes se retournent sur toi. Tu n'aurais qu'à claquer des doigts, elles te tomberaient toutes dans les bras. Et tu pourrais un jour être tenté de le faire. Il éclate de rire devant mon air sérieux lors de cette sortie. Mais il s'aperçoit que mes yeux sont un peu trop brillants, et son rire s'éteint aussitôt. Il me soulève le menton d'un doigt, et je sens une boule dans ma gorge, et mes yeux se remplirent. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Serais-tu jalouse? Tu n'as rien à craindre de ces femmes. Elles ne t'arrivent même pas à la cheville. C'est toi que j'aime, uniquement toi. Tu dis ça aujourd'hui, mais dans quelques mois ou dans quelques années. Je ne parviens pas à terminer ma phrase, la gorge nouée. Tu as si peu confiance en moi et en toi, me questionne-t-il, blême. Mon cœur t'a choisi, toi, et crois-moi, c'est pour toujours. Cette promesse, je te l'ai faite il y a 2 ans, mais je t'aime depuis bien plus longtemps,
et chaque jour un peu plus. Aucune autre femme ne peut prendre ta place. Il prend ma tête entre ses mains et pose son front sur le mien. Ça n'arrivera jamais, tu entends? Jamais. Je t'aime, toi, et rien que toi. Et pour toujours, insiste-t-il en séchant mes larmes avec ses pouces. Pardonne-moi, mon amour, gémis-je en me blottissant contre lui. Je t'aime tant, et je suis si heureuse auprès de toi, que je me dis parfois que je vis un rêve et que, quand j'ouvrirai les yeux, tu ne seras plus là. J'ai peur de te perdre. Pour toute réponse, il resserre son étreinte et couvre mes cheveux de baisers. Nous restons ainsi un long moment avant de reprendre notre marche vers le petit port de plaisance. Peu avant que nous y parvenions, Bruno se réveille. Nous achetons une barquette de framboises et des biscuits que nous partageons avec lui pour son goûter. Puis nous retournons à la voiture. Nous devons trouver un terrain de camping au bord du lac pour nous poser quelques jours, si possible près d'une plage. Nous nous dirigeons donc vers Meersburg, où nous faisons quelques courses et où l'épicier nous indique un camping à 5 kilomètres, à Haguenau. Le village de Meersburg nous a néanmoins tapé dans l'œil, et nous nous promettons d'y revenir pour le visiter le lendemain matin. Nous trouvons facilement le camping indiqué, et par chance, il y a des emplacements disponibles. Après le camping en pleine nature, tout va être plus facile, car il y a des sanitaires et la plage se trouve juste à côté, sur la rive ensoleillée du lac. Nous plantons notre tente à l'ombre d'un arbre, et cette fois, elle ne bougera pas pendant plusieurs jours. Au programme, visite le matin aux alentours et plage l'après-midi. Ce soir-là, après nos rituels du soir, entre la douche pour nous, le bain de Bruno, son repas, son coucher et nos repas en tête-à-tête, Willy se montre plein d'attention, comme s'il voulait me rassurer. Son empressement me touche, et je me laisse aller contre lui. Je veux aussi lui montrer combien je l'aime, et cette fois, c'est moi qui l'entraîne sous la tente où dort notre chérubin. Je me montre entreprenante, et je sais que cela ne lui déplaît pas. Il répond fougueusement à mes avances très explicites. Les papillons dans le ventre sont toujours là. Le désir que j'ai de lui est toujours aussi intense, et le sien l'est tout autant. Il me le prouve plusieurs fois cette nuit-là. Le lendemain matin, comme prévu, nous nous rendons à pied avec la poussette à Meersburg par les rues longeant le lac. Cette petite ville est une véritable perle, avec ses paysages enchanteurs. Nous arpentons ces ruelles pavées qui serpentent entre des bâtisses colorées, débouchant sur de petites places où règne une ambiance paisible. Nous avons l'impression de plonger dans un décor d'autrefois, avec ses maisons à colombages richement ornées, son château fort encore habité, qui trône au sommet de la colline et offre une vue imprenable sur le lac scintillant. À chaque détour, des belvédères offrent des panoramas saisissants sur les eaux calmes du Bodensee et les montagnes en toile de fond. Chaque coin de Meersburg raconte une histoire et invite à une promenade poétique. Après le repas de midi et la vaisselle, je profite de la sieste de Bruno et que Willy est en train de lire pour faire un peu de lessive. J'ai troqué la robe que je portais la veille pour un short blanc et un corsage sans manches blanc à fleurs roses par-dessus mon maillot de bain. Au réveil de notre bébé, nous nous rendons à la plage. Lorsque j'ôte mon haut et mon short, Willy reste bouche bée devant mon bikini rose. « Tu es sublime, Herzchen », finit-il par dire en se rapprochant de moi alors que je m'installe à côté de lui. Cette fois, c'est moi qui vais être jaloux, car je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu attires le regard de tous les hommes sur la plage. Si tu cherches à me rendre fou de désir comme hier soir, c'est réussi. Je te soupçonne de vouloir m'épuiser pour que je ne sois pas tentée d'aller voir ailleurs. C'est exactement ça. Le souci, c'est que tu sembles inépuisable. À qui la faute? Rétorque-t-il en me prenant les lèvres. Nous passons le reste de l'après-midi à la plage, entre baignades à trois et jeux dans le sable. Le jeudi matin, nous continuons à explorer les environs, à commencer par Haguenau, le village plein de charme où nous nous sommes installés. Niché entre les collines viticoles et le rivage scintillant du lac, il nous incite à musarder dans ces ruelles pavées qui dévoilent ces maisons à colombages pittoresques aux façades colorées et fleuries. Nous y faisons nos emplettes et faisons halte pour boire un verre sous les platanes de la Löwenplatz, un lieu convivial au cœur du village où il fait bon se détendre dans un décor poétique.
Nous nous asseyons aussi souvent sous les platanes au bord du lac ou sur le petit port de pêche. Ces coteaux plantés de vignes invitent à la contemplation des panoramas majestueux sur le Bodensee et les Alpes au loin. Nous allons même, avec la poussette, de Brno jusqu'à Immenstadt, à 1 heure de marche, un autre charmant village à l'atmosphère tranquille, entre ses collines boisées et les rives du lac. Le samedi, nous décidons de prendre le ferry pour nous rendre à Constance. Nous nous habillons en conséquence, mon Willy en pantalon et chemisette claire, et moi en petite robe au bustier bleu ajusté, avec des fines bretelles et une ample jupe blanche à fleurs bleues. Notre bébé n'est pas en reste avec sa jolie barboteuse brodée. Le ferry part de Meersburg, l'occasion de naviguer sur le lac, confortablement installé, tout contre mon mari adoré. Une dame âgée sourit en voyant Bruno gigoter et babiller dans sa poussette. « Comment s'appelle cette île » demandai-je à Willy. « C'est l'île de Mainau, où il y avait un hôpital militaire, aujourd'hui fermé. Les anciens prisonniers français du camp de concentration de Dachau y étaient soignés avant d'être rapatriés, la région faisant partie de la zone d'occupation française. Depuis l'année dernière, l'ancien parc floral est en cours de restauration, car le propriétaire de l'île a pour projet d'en faire un conservatoire de diverses plantes, une île aux fleurs, m'explique Willy. « C'est un beau projet, m'exclamai-je. Et qui est ce propriétaire ?» Lennart Bernadotte, le petit-fils du roi Gustave V de Suède, car l'île avait été léguée par le grand-duc Frédéric II de Bade à sa sœur devenue reine de Suède, en épousant Gustave V. Il vit ici depuis 1932. « Tu es donc obligé de me ramener ici quand son grand projet aura abouti, déclarai-je avec un sourire entendu. « Avec joie, Herzchen, me répond-il en m'étreignant discrètement. Je ne peux rien te refuser. » Arrivés à Constance, en remontant le long du lac, nous nous sommes baladés sur la place de la Fontaine aux Empereurs, avant de nous diriger vers la cathédrale à l'ombre des arbres. Nous nous perdons dans le labyrinthe des ruelles pavées pour admirer les maisons médiévales en bois du quartier pittoresque de Niederburg, le plus ancien de la cité. La ville ne semble pas avoir souffert de bombardements comme d'autres, remarquai-je alors que nous cheminons dans cette partie médiévale de la vieille ville. C'est vrai que la guerre a balayé beaucoup d'édifices qui auraient pu témoigner de l'histoire de ce pays, mais Constance a été épargnée, alors qu'elle abritait certaines industries de guerre qui auraient dû en faire une cible. Et si elle en a réchappé, c'est parce qu'elle s'est fait passer pour une ville suisse et non une ville allemande. Comment est-ce possible, m'étonnai-je? Une question de géographie, mais aussi de chance. Willy évoque la particularité de la ville, limitrophe du territoire suisse, en particulier la ville suisse de Kreuzlingen. Les deux villes ont toujours considéré la frontière comme informelle, car elles ont toujours vécu ensemble de manière pacifique, se fondant presque l'une dans l'autre. Pendant le conflit, les villes suisses laissaient les lumières des villes allumées pour être bien visibles des avions et pour signaler leur neutralité, contrairement aux centres impliqués dans le conflit, qui restaient dans l'obscurité pour confondre les pilotes. La ville de Constance, jouant à son avantage de la proximité de la ville de Kreuzlingen, laissait donc les lumières allumées dans les rues pendant le bombardement, ressemblant en tout point à la ville suisse. Peut-être aussi que les pilotes n'ont pas été très attentifs. En tout cas, la stratégie a fonctionné, car Constance n'a jamais été touchée par une bombe. Nous reprenons le ferry après notre visite pour déjeuner en terrasse à Meersburg, avant de rejoindre notre petite tante pour la sieste de Bruno et notre après-midi à la plage. Nous passons aussi tout notre dimanche à la plage avec un pique-nique. Willy montre comment faire un château de sable à son fils, qui s'amuse beaucoup plus à le faire s'effondrer. Pendant qu'il lit ensuite sous le parasol, je fais marcher Bruno, qui ne devrait pas tarder à le faire seul, car depuis quelques jours, il ne tient que mes 2 pouces. Il arrive déjà à se mettre debout tout seul en s'agrippant à la nacelle de son landau, et marche à 4 pattes depuis un moment. Il va avoir un an dans une semaine. Qui sait, peut-être va-t-il marcher pour son anniversaire. Alors que nous nous dirigeons vers Willy, Bruno attire l'attention de son père en répétant « Papa » plusieurs fois. Mission réussie, mon cher époux nous regarde venir à lui. Mais je sens que mon fils a lâché un de mes pouces. Nous ne sommes plus qu'à quelques pas quand Willy lui tend les bras. C'est pile à ce moment que mon bébé me lâche complètement et fait 3 pas, tout seul, avant d'atterrir contre son père. « Herzchen, tu as vu ?»« Oui, mon amour.
Il a marché pour te rejoindre? Appelle-le pour voir s'il va recommencer, me demande Vili. Je me recule un peu et je m'accroupis en tendant les bras vers mon bout de chou qui est assis contre la poitrine de son père, suçant son index. Il nous regarde alternativement tous les deux avant de sortir son doigt de sa bouche et de le tendre vers moi. « Mama » dit-il de sa petite voix. « Ah oui, mon poussin. Tu viens voir maman » l'incitai-je en tendant les bras. Vili l'a remis sur ses 2 pieds. Émerveillé, je vois mon fils faire 1 pas, puis 2, 3, 4 pas avant de tomber sur les fesses. « Bravo, mon poussin » m'écriai-je joyeusement en le soulevant dans mes bras. Notre bébé se retrouve à avoir un câlin de ses 2 parents en même temps. Pour un peu, nous en oublierions de manger. Ces efforts ont dû fatiguer notre fils, car il fait une longue sieste postprandiale. Vili et moi en profitons pour somnoler aussi à l'ombre du parasol. Ma tête repose sur sa poitrine et je sens sa main caresser mon épaule. « Je n'ai même pas pensé à le prendre en photo, me dit-il soudain. Afin de lui répondre, je roule sur le côté et m'installe à plat ventre à côté de lui, la tête reposant sur une de mes mains, pour plonger mon regard dans le sien. « Qu'à cela ne tienne, va chercher ton Leica. Nous prendrons des photos quand il sera réveillé. Tu sais, maintenant qu'il a commencé, il va le refaire. » Je fais juste l'aller-retour, déclare-t-il après m'avoir gratifié d'un baiser juste effleuré sur les lèvres. En son absence, je me lève et range quelques affaires dans mon panier. Je reste un moment debout à contempler le lac scintillant au soleil. « Léna » entends-je appeler. Je me retourne pour voir mon Vili qui me scrute dans le viseur de son appareil photo. Je lui souris. Clic, dans la boîte. « Ne bouge pas, j'en fais encore une, me crie-t-il. Quand je le vois s'avancer de nouveau vers moi, j'arrête la pause. Mon mari est si beau, bronzé avec ses cheveux dorés et ses yeux encore plus bleus par ce temps ensoleillé. Quand il arrive près de moi, je lui chipe son Leica pour le prendre en photo à son tour. Bruno dort toujours. Si nous allions un peu dans l'eau, rien qu'un instant, me propose-t-il. J'hésite. Je ne veux pas laisser mon bébé sans surveillance. Quand une vieille dame, installée non loin de nous, nous interpelle. Elle est là aussi tous les après-midi avec son mari et 2 enfants qui doivent être leurs petits-enfants. Nous échangeons à chaque fois des salutations d'usage. Gehen Sie beide ein bisschen baden. Ich werde auf Ihr Baby aufpassen, propose-t-elle. Stört Sie das nicht, m'exclamai-je. Weil ich es euch vorschlage. Vielen Dank, lui répond Vili. Aussitôt, il me prend par la main et nous courons vers l'eau. Il me surprend en me prenant dans ses bras, mais pour me jeter à l'eau. Ça, tu vas me le payer. Il faudrait d'abord que tu me rattrapes, me crie-t-il en s'éloignant à la nage. Je ne nage pas aussi bien que lui et je m'arrête régulièrement pour voir si j'ai pied. Et il le sait très bien. Mais il s'est arrêté pour me saisir à bras-le-corps. Je m'agrippe à lui et enroule ses hanches avec mes jambes. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire s'enquête-t-il hilar. Abuser de toi, réponds-je du tac au tac. C'est déjà ce que tu fais chaque nuit. Il plaque ses lèvres sur les miennes pour un profond baiser que je voudrais voir durer une éternité, tant j'aime le goût de ses lèvres et la sensation de sa langue qui danse avec la mienne. Tu sais que tu es très désirable dans ce petit bikini vert pâle avec son imprimé tropical. Mais il faut que je m'éloigne de toi, car vu l'effet que tu me fais, je vais devoir rester dans l'eau en attendant de redevenir présentable. Il est vrai que j'ai très bien senti un début d'érection. Je mets donc un peu de distance entre lui et moi, mais pas trop, et nous nageons à 2 mètres l'un de l'autre. C'est ensemble que nous remontons sur le bord main dans la main. Notre bébé dort toujours, mais il est bientôt l'heure de goûter, et il ne va pas tarder à émerger. Nous remercions encore une fois la gentille vieille dame qui l'a surveillé. Après le goûter, nous redemandons à Bruno de réitérer son exploit, et cette fois, nous immortalisons ces moments sur la pellicule sous le regard amusé de notre nounou improvisé. Le lundi matin, nous allons jusqu'à Lindau en voiture. J'ai remis ma petite robe à fleurs roses que j'avais revêtue à Friedrichsdorf. Nous voulons surtout voir le centre historique qui se situe sur une presqu'île. Nous nous baladons le long du port, d'où on peut voir le joli phare de Lindau ou encore le lion bavarois.
Nous nous prenons en photo, mutuellement, avec Bruno dans les bras, ou marchant en lui tenant la main. Mais la poussette n'est jamais bien loin. Après nous avoir observé un moment, un jeune homme nous propose de nous prendre en photo tous les trois ensemble, ce que nous acceptons avec joie. Depuis l'endroit où nous posons pour ce cliché, nous apercevons le château de la Cité, sur la péninsule qui se détache du bleu du lac. Nous flânons dans les rues bordées de maisons colorées. Puis, sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à Friedrichshafen, la ville où, me raconte Willy, Ferdinand von Zeppelin avait à l'origine construit ses dirigeables, dans un hangar flottant sur le lac qui pouvait être aligné avec le vent lors de la difficile procédure de départ. Nous prenons un verre en terrasse près de l'eau avant de nous rendre en voiture à la chapelle Haldenberg, un édifice entouré d'un champ, mais qui offre une vue dégagée sur les maisonnettes derrière lesquelles se découpe le lac et la chaîne des Alpes bleutées. Nous rentrons pile pour le déjeuner. Normalement, nous aurions dû repartir pour la France, mais nous avons décidé de prolonger notre séjour jusqu'au mercredi matin. Nous pouvons encore jouir de cet après-midi et de demain toute la journée pour lézarder sur la plage, sans compter que nos nuits sont aussi bien occupées, car dès que notre fils a trouvé le sommeil, nous en profitons. Au rythme où nous y allons, il serait étonnant que je ne me retrouve pas enceinte.